Donc bonjour, Baudin Massa, je suis journaliste et je serai le modérateur de cette journée. Donc bienvenue à la conférence Agroécologie et coopération, levier et inventaire des possibles. Donc c'est l'occasion de faire le point sur une agriculture respectueuse de l'homme, de son environnement et de la biodiversité. Et ce sera aussi l'occasion d'évoquer son application sur le terrain à travers divers projets au sud. D'un point de vue pratico-pratique, donc on va avoir 4 interventions ce matin, suivies de questions-réponses. Il y aura une pause café à 11h10. Et l'après-midi, à 14h, nous recevrons Claude et Lydia Bourguignon. Et ce soir, à 18h30, on va clôturer avec un débat avec Pierre Rabhi. Et ce sera Rizlen Kounda, journaliste à l'RTBF, qui sera modératrice du débat. Alors on va tout d'abord accueillir Félix van der Strict, directeur général de Louvain Coopération, qui va nous présenter cette ONG. Et on enchaînera ensuite avec une vidéo de 10 minutes sur le thème « L'agroécologie, une solution », qui évoque le regard croisé de points de vue d'étudiants en agronomie et de pratiques de terrain. Donc, Félix. Merci. Bonjour, bonne matinée à tout le monde. Donc, je suis Félix van der Stricht, le directeur général de Louvain Coopération. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots sur qui nous sommes pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, Louvain Coopération est l'ONG de l'UCL qui résulte de la fusion de différentes ASBL de coopération qui ont été créées au sein de la fac d'agronomie et de la fac de médecine. Et donc ça explique que nous sommes ici à l'Aula Magna et que vous voyez un peu des logos UCL dans la salle. Et ça explique également qu'une partie de nos projets concerne la santé, mais surtout tout ce qui est économie rurale et production agricole. Et donc nous avons dans 8 pays différents projets de soutien à la production agricole paysanne. Et nous avons la chance de pouvoir bénéficier à différents degrés du soutien de la fac de bio-ingénieurs et d'autres entités de l'UCL, avec comme objectif de faire en sorte que l'essentiel des savoirs qui sont produits ici puissent percoler jusqu'au terrain et pas uniquement sous forme d'études, d'analyses, d'articles, mais aussi sous forme de conseils et d'évaluation de ce qui est fait sur le terrain. Donc c'est un élément assez important de notre identité. Et tout au long de la journée, vous aurez quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre cette articulation entre l'université et l'ONG. Alors, pour vous donner une idée de la taille de notre ONG, nous avons à peu près 25 collaborateurs ici en Belgique. Je dis à peu près 25 parce qu'il y a des temps partiels qui changent de mois en mois. Et nous avons une soixantaine de collaborateurs qui sont répartis sur les 8 pays où nous intervenons, qui sont le Cambodge, Madagascar, le Burundi, le Sud Kivu, qui n'est pas un pays, mais qui a la taille d'un pays, le Bénin, le Togo, la Bolivie et le Pérou. Avec un volume d'activité annuel qui avoisine les 6 millions et demi d'euros, essentiellement financé par la coopération belge et l'Union européenne, ainsi que différentes fondations, entreprises, donateurs privés, etc. Alors, pourquoi est-ce que nous avons organisé un événement comme ceci ici et maintenant ? De plus en plus, les thématiques de développement s'entrecroisent avec les problèmes que nous connaissons ici en Occident. Ça devient de plus en plus difficile de faire la différence entre le Nord et le Sud. Ce qui se passe là-bas nous influence, ce qui se passe ici produit une influence sur le Sud, etc., etc. Et donc c'est important de pouvoir transmettre un message commun à nos publics cibles ici en Belgique et à nos partenaires et bénéficiaires dans les pays où nous travaillons, parce que ça participe de cette dynamique globale qui fait que peut-être, petit à petit, les petites rivières vont se transformer en grands fleuves et qu'on arrivera à influencer le cours des choses. Et donc si en sortant de cette conférence, vous pouvez, soit dans votre métier, soit dans votre quartier, soit dans vos études,
arriver à intégrer quelques-uns des savoirs qui seront échangés pendant la journée, on aura atteint le même but que celui qu'on atteint en travaillant avec des communautés paysannes dans tous les pays que j'ai mentionnés. Alors maintenant, je vais inviter Sophie Wieser. Donc, vous êtes psychologue, vous avez travaillé plus de 20 ans comme coopérante en Afrique et aujourd'hui, vous êtes coordinatrice des programmes Sud de Louvain Coopération. Et je vais également inviter Daniel Pérez, expert agronome. Vous avez participé à de nombreux projets de développement rural en Amérique andine. Depuis 2008, vous êtes directeur régional Amérique andine pour Louvain Coopération et vous nous revenez tout spécialement de là-bas pour nous parler de l'appui agroécologique aux filières maraîchères du Pérou. Je vous en prie. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter donc le département des programmes Sud de Louvain Coopération. Donc, il concerne tout ce qui a trait à la définition des stratégies d'intervention dans les pays du Sud, de l'identification à la mise en œuvre, au suivi et évaluation des projets de développement mis en œuvre par Louvain Coopération et ses partenaires locaux. Alors au siège, ce département concerne directement 5 personnes. Les 3 experts domaines, puisque nous avons 3 domaines d'intervention, la santé, l'accès aux soins de santé, plus particulièrement les mutuelles de santé, et la sécurité alimentaire et économique. Il y a l'adjointe à la direction et moi-même. Sur les terrains, donc dans les pays du Sud, il comprend les équipes de Louvain Coopération, composées à chaque fois d'un directeur national ou régional, s'il y a plusieurs pays, des responsables administratifs et financiers, et des experts, des responsables de domaine ou assistants techniques qui sont les interlocuteurs directs de nos experts domaine au siège. Donc nos zones d'intervention, Félix en a déjà un peu parlé tout à l'heure. En Asie, nous ne sommes présents qu'au Cambodge. Pour l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo. Pour l'Afrique centrale, Congo, Burundi, Madagascar. Et pour l'Amérique andine, Bolivie et Pérou. Donc Louvain Coopération intervient dans 3 grandes thématiques, la santé, donc l'accès aux soins de santé, et la sécurité alimentaire et économique. Pour faciliter les collaborations et les synergies entre les projets et ainsi obtenir un impact plus important sur le niveau de vie des populations, nous essayons de mettre en œuvre 2 ou 3 thématiques dans une même zone géographique, mais ce n'est pas toujours possible. L'approche partenariale est fondamentale pour Louvain Coopération, qui passe la plupart du temps par des partenaires locaux pour mettre en œuvre ces projets de développement, à quelques exceptions près, là où il n'a pas été possible d'identifier des partenaires locaux. Plus précisément, à ce jour, Louvain Coopération travaille officiellement avec 36 partenaires. Donc on a signé des conventions de partenariat avec 36 partenaires sur 23 projets, donc dans toutes nos zones d'intervention. Cette approche partenariale est pensée en termes de convergence de vues. On essaye d'identifier des partenaires qui ont plus ou moins la même vision de la société et du développement que nous, en termes de complémentarité, parce que Louvain Coopération ne veut pas prendre la place, jamais, d'acteurs locaux, en termes de renforcement de capacité, bien sûr, et en termes de durée, car nous envisageons toujours un partenariat à long terme. Alors, comme cette conférence concerne davantage la sécurité alimentaire, je vais vous brosser en quelques mots la stratégie adoptée par l'ONG pour ces projets de sécurité alimentaire et économique. En fait, c'est la thématique qui comporte le plus de projets et il y en a dans toutes nos zones d'intervention. Les principes généraux de notre intervention sont l'agriculture familiale comme socle du développement du secteur agricole, parce que plusieurs études internationales ont montré que dans le monde, et pas seulement dans les pays en voie de développement, les efforts devaient se concentrer sur une agriculture diversifiée et à petite échelle, pour faire face aux défis alimentaires, économiques, sociaux et environnementaux futurs. Une intervention en zone rurale. Pourquoi ? Parce que c'est là que se concentrent les besoins les plus importants des populations du Sud, mais nous favorisons aussi les axes ville-campagne. Un appui aux activités génératrices de revenus, en plus de l'agriculture, parce que 80% des populations du Sud relèvent encore du secteur économique informel.
un appui pour le développement non agricole, compte tenu de la pression foncière et du développement des revenus de l'agriculture, et aussi pour diversifier les sources de revenus des ménages. Une mobilisation communautaire et économie sociale, j'y viendrai tout à l'heure, un appui à la structuration du monde paysan. Donc, dans nos projets de sécurité alimentaire, dès qu'on peut le faire, on essaye de structurer le mouvement paysan pour donner plus de poids aux organisations de la société civile pour leur faciliter le plaidoyer en face des autorités locales ou nationales. Et la prise en compte de la question du genre, parce que nous pensons qu'il est important de renforcer la participation des femmes dans les prises de décision qui les concernent. Alors, nos 5 axes d'intervention sont les suivants. Le renforcement institutionnel, sur nos 3 thématiques, on en fait. Des bénéficiaires, des partenaires, du personnel de Louvain Coopération, évidemment. L'appui à la gouvernance locale, car Louvain Coopération veut agir avant tout au niveau des compétences des acteurs individuels et collectifs, privés ou publics. Deuxième axe, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en tant que telle. Donc on inclut ici l'appui à la production agricole, à l'élevage et à la pêche, activités principalement destinées à l'autoconsommation. L'appui aux services en faveur de la production agricole, donc tout ce qui concerne le stockage et la transformation des produits. Et la nutrition. Donc on a aussi des activités qui relèvent de la sensibilisation et de l'éducation nutritionnelle. Troisième axe, la sécurisation économique. Donc à côté des projets agricoles, on a des projets qui favorisent l'entrepreneuriat. On recherche l'amélioration des revenus et la diversification des sources de revenus. Donc en fait, nous appuyons la création de services d'appui non financiers. Et ces centres, une fois créés, accompagnent les porteurs de projets, individuels ou en groupe, dans la création ou le développement de leur activité génératrice de revenus. Donc, par exemple, je peux citer au Bénin, on a 2 guichets d'économie locale, on les gèle. Je vais trop vite. Ah, d'accord. C'est fini. Donc, au Bénin, il y en a 2, au Togo, au Congo aussi, on a des centres d'appui aux micro-entrepreneurs. 4e axe, l'environnement. Donc, on inclut ici les mesures ponctuelles sur l'environnement, notamment en matière de prévention, de restauration ou d'adaptation au changement climatique. Et le 5e et dernier axe, qui est un axe transversal sur nos 3 thématiques, c'est la capitalisation et la recherche-action. Donc la gestion des connaissances fait partie intégrante de notre intervention, notamment grâce à notre collaboration avec l'UCL. Donc la capitalisation est assumée par les équipes de Louvain Coopération et ses partenaires, parce qu'on consolide toujours l'expérience de mise en œuvre des projets. Donc voilà, je vais laisser la parole à Daniel, qui va vous expliquer un projet de sécurité alimentaire au Pérou. Merci bien. Bonjour. C'est très émouvant de pouvoir partager avec vous notre travail à l'Amérique andine. Merci par votre intérêt. Vous noterez que le français n'est pas ma langue maternelle, donc vous pouvez bien se rigoler, mais pas beaucoup, s'il vous plaît. La présentation, l'approche filière dans l'agroécologie. Les filières agricoles, les filières de marché, les filières de production ne sont pas inconciliables avec l'agroécologie. C'est ce que nous disons. Ici, je vais vous présenter la manière dont on peut intégrer l'agroécologie et les filières agricoles. Merci.
Qu'est-ce qui se passe? Afin de vous partager ce que Louvain Coopération a fait, ce que nous faisons au Pérou, la présentation aura la structure suivante. Premièrement, une brève description du projet. Ensuite, notre approche filière et finalement l'intégration universitaire. Bon, notre programme au Pérou. L'objectif du programme sécurité alimentaire et économique dans le précédent plan d'action triennal était celui d'améliorer les revenus des petits producteurs. Mais durant ces plans d'action 2014-2016, toujours financés par la coopération au développement belge et soutenu aussi par la Fondation Ensemble, notre objectif est la consolidation durable du modèle de gestion du développement économique local avec l'approche filière. Sur la carte du Pérou, vous pouvez noter que notre zone d'intervention la région sud du Pérou, le département d'Arequipa et Moquegua. Louvain Coopération travaille en partenariat avec les ONG locales CEDER et El Taller, tous les deux basés à Arequipa. Nous sommes en train de démarrer nos actions dans de nouvelles zones telles que Puno, à côté du lac Titicaca, où nous capitaliserons nos expériences. Nous avons des documents de capitalisation de bonnes pratiques qui sont disponibles en espagnol si ça vous intéresse. Et bon, notre approche Louvain Coopération tente de toucher chaque maillon de la filière et nous renforçons les capacités des acteurs concernés. Dans ce programme, nous appuyons trois grandes filières, la filière laitière, la filière fruitière et la filière des herbes aromatiques et du maraîchage. Les différentes filières s'articulent autour des principes de l'agroécologie. Il faut souligner aussi que chaque maillon ainsi que leurs services collatéraux sont importants pour le succès de la filière. Pour la filière laitière, nos produits sont le lait, le yaourt et le fromage. Nous travaillons sur la production de fourrage, la lucerne. Nous travaillons l'amélioration génétique du bétail, les bonnes pratiques de manufacture et l'assistance technique afin d'avoir des produits de la meilleure qualité. Pour la filière fruitière, nos produits principaux sont l'avocat, un écotype de citron local qui s'appelle Lima de Olor, le raisin aussi, et la production de vin d'un alcool local qui s'appelle Pisco pour les connaisseurs. Aussi, nous appuyons d'autres à plus petite échelle la filière d'autres fruits comme la pomme cannelle. Bon, nous avons perdu Vincent là. Et pour les herbes aromatiques, nos produits
prédominants sont l'origan et le thym. Hop. Voilà le thym. Tandis que pour les maraîchages, c'est plus varié. Nous pouvons citer la tomate, la pomme de terre, le maïs, les épinards, le brocoli, les carottes. La présentation reprendra plutôt les expériences de la filière des herbes aromatiques, étant donné que cette filière des herbes aromatiques a un certificat bio. La production agricole écologique demande l'utilisation d'intrants biologiques. Nous encourageons l'entrepreneuriat des producteurs locaux afin de fournir les intrants nécessaires pour une production biologique. Il y a des producteurs de biol, il y a des producteurs de compost et d'humus. Aussi, chaque famille produit elle-même une partie de ses besoins des intrants. Le compost, par exemple, se fabrique à partir du fumier de bétail camélide et bovin. Mais dans la photo, on a les camélides. Le compost est retourné tous les 2-3 semaines afin de maintenir l'oxygénation. Le compost est couvert afin de maintenir la chaleur aussi, la température. L'humus est pratiquement comme du compost, sauf qu'il est digéré par les vers. L'eau facilite la digestion de la matière par les vers, donc il est nécessaire d'arroser régulièrement durant sa phase de production. Le biol se fabrique dans un baril qui contient des herbes tendres, du fumier de vache et de l'eau jusqu'au bord du baril pour atteindre sa capacité. Nous laissons les barils fermés durant 1 mois au moins avant de récupérer le biol qui nous donne des hormones végétales et des nutriments que nous déposons sur les feuilles des plants. Le biol est également un répulsif contre quelques insectes. Le compost vient d'une décomposition aérobique, tandis que le biol vient d'une décomposition anaérobique. Le deuxième maillon est celui de la production. Donc, on travaille les bonnes pratiques agricoles. En fait, les bonnes pratiques agricoles sont définies par la FAO, tandis que les pays importateurs définissent les normes à respecter pour l'importation de produits biologiques. Chez vous, par exemple, il existe un règlement européen pour l'agriculture biologique qui s'appelle, pour rentrer dans les détails, le CE 834/7 et le CE 889/8. Les producteurs péruviens qui veulent exporter vers ces pays doivent nécessairement respecter les protocoles et connaître ces règles. Au Pérou, par exemple, l'organisme indépendant suisse Imocontrol visite les associations une fois par an afin de s'assurer que les normes sont bien respectées et les pratiques bien appliquées. Comme bonne pratique au Pérou, on peut citer premièrement le dessin des parcelles. Très important,
l'enregistrement et le respect des calendriers de travaux. Quels travaux? La préparation des terrains, la fertilisation, le contrôle des ravageurs. Et aussi l'utilisation adéquate des intrants biologiques, l'organisation de la récolte, la manipulation post-récolte et le transport vers les marchés. Pour toutes ces bonnes pratiques, il faut maintenir des registres. C'est vraiment important, tant pour le contrôle de la production que pour la traçabilité vers les acheteurs. La conservation des sols. Ce joli paysage, c'est réel. Dans toute la région, nous pouvons profiter des connaissances ancestrales, car toutes les parcelles se trouvent dans des terrasses. Les terrasses datant de la période pré-Inca. Serait joli de pouvoir vous dire que nous avons construit les terrasses, mais bon. Quels sont les avantages d'une culture en terrasse? L'érosion est pratiquement nulle, la facilité de travail lorsque le terrain est incliné, l'irrigation facilitée et moins destructive pour les sols. Notons de toute façon qu'il existe aussi quelques petits inconvénients pour la production laitière. En plus des terrasses, il y a la fertilisation des sols avec des produits écologiques dont je vous ai parlé plus haut, ainsi que la culture de la parcelle dans le respect des bonnes pratiques agricoles. La conservation des sols est probablement la partie principale du processus de certification du même concept écologique. Comme Louvain Coopération travaille depuis une dizaine d'années dans cette même région au Pérou, nous sommes témoins de la qualité du sol traité de manière écologique comparé au sol traité de manière conventionnelle avec des produits chimiques. Les producteurs se sont rendus compte que la production restait stable, que les sols conservaient la même disponibilité de nutriments et que le coût de production n'avait pas augmenté. La gestion de l'eau. Pour parler de la gestion de l'eau, je dois d'abord vous expliquer que le sud du Pérou, dans le versant ouest, est une zone de vie de désert subtropical. De toute façon, malgré cette limitation naturelle, toute la région profite de l'eau de pluie qui s'écoule d'auteur vers les zones de production et qui est stockée dans des réservoirs. Nous ne travaillons ni avec des puits ni avec des forages pour atteindre les nappes phréatiques. La région d'Arequipa a une pluviométrie assez faible, en moyenne 96 mm, moins de 100 mm, mais bénéficie donc de cette taux de pluie pour sa production agricole. L'État a mis en place un système relativement performant de canalisation de l'eau et par la suite, chaque producteur est responsable de conduire l'eau vers sa propre parcelle. À ce niveau, Louvain Coopération a appuyé l'installation des systèmes sous pression avec l'utilisation des microtubes. Ce système consiste en un réseau de tuyaux sur lesquels des microtubes sont raccordés. Chaque microtube est à la base d'une plante, vigne dans ce cas. Par conséquent, l'utilisation de l'eau est plus efficiente. Ce système de microtubes est préféré au système de goutte à goutte, par exemple, parce que cette technologie est plus simple et mieux adaptée aux producteurs.
Les microtubes se débouchent facilement en soufflant dedans et sont moins chers finalement qu'un système goutte à goutte. Les producteurs font l'investissement, tout l'investissement, tandis que nos équipes sur le terrain assurent une assistance technique. Les services pour la filière. Les associations de producteurs ont plusieurs fonctions et doivent fournir différents services à leurs affiliés. Tout d'abord, elles sensibilisent leurs membres à l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Elles gèrent également l'assistance technique et la désignation des promoteurs locaux dont le rôle est de promouvoir la culture agroécologique. Les associations de producteurs assurent un système de contrôle interne indispensable pour la certification de leurs membres, afin qu'ils respectent les normes imposées par les importateurs des produits écologiques. Des inspecteurs locaux qui dépendent des associations visitent régulièrement les parcelles afin de faire le contrôle des pratiques agroécologiques. En fin de saison agricole, les associations coordonnent aussi les récoltes et stockent les productions dans des hangars afin de faciliter et réduire les coûts de transport ainsi que de garantir la qualité et l'homogénéité du produit. Finalement, les négociations de prix se font par les associations avant les récoltes. Grâce à la qualité de leur gestion, ils peuvent garantir la traçabilité des produits et ainsi négocier un meilleur prix. Les autorités locales aussi sont importantes parce que la volonté politique est vitale. Louvain Coopération sensibilise les autorités des districts ruraux par rapport à leur responsabilité de fournir les conditions optimales favorables à la production et au développement local. Nous les informons également des opportunités de financement offertes par plusieurs programmes étatiques de promotion de la production. Nous leur transmettons un esprit entrepreneurial afin qu'elles investissent en service à la production locale. Dans cette même optique, Louvain Coopération les encourage à organiser des appels d'offres afin que les ressources publiques soient affectées d'une manière plus inclusive et parviennent aux associations. D'autre part, nous impliquons les institutions étatiques qui fournissent des services agricoles en vue de la commercialisation. Par exemple, le contrôle phytosanitaire des produits pour l'exportation, le cas de la mouche de fruits. Nous facilitons le dialogue entre les autorités locales et les associations et encourageons les associations à solliciter des ressources financières pour leur investissement productif, tel que prévu par la législation péruvienne pour le processus de planification participative. La commercialisation. D'abord, le principal marché de la filière bio est une entreprise suisse, Herboristi Lendi. Au moins 2 conteneurs de 40 000 kilos d'herbes aromatiques sont envoyés chaque année. D'autre part, la certification biologique concerne toutes les parcelles des producteurs. Les légumes cultivés sur les mêmes terres sont donc également certifiés bio. Une foire locale a été initiée pour écouler ces produits bio. Dans un premier temps, la foire était organisée 1 fois par mois, puis 2 fois par mois, et maintenant, il y a 2 foires hebdomadaires dans 2 quartiers de la ville
d'Arequipa. Ces foires Tani, sain en quechua, ont attendu la consommation de produits écologiques d'autre qualité. Le dialogue entre les acheteurs et les vendeurs permet une amélioration constante de la présentation des produits et par conséquent, les ventes montent. La filière agroécologique a été complètement parcourue et nous pouvons dire que pour qu'une filière soit dite agroécologique, il faut que chaque acteur impliqué respecte des principes promus par l'agroécologie, et cela pour chaque maillon de la filière. Pour cela, ils doivent être convaincus des avantages à ce mode de fonctionnement. Pour rappel, durant les premières années, il était difficile de convaincre les producteurs d'adopter des pratiques agroécologiques, car ils doutaient de la viabilité économique de cette méthode de travail. Mais après plusieurs années, sont les mêmes producteurs qui ont remarqué que l'agriculture écologique est tout d'abord rentable, mais qu'elle conservait également les ressources naturelles. Aujourd'hui, ces pratiques sont acceptées et largement répandues dans la zone d'action du projet. Pour terminer, on va mentionner l'intégration universitaire. Louvain Coopération, en tant qu'ONG universitaire, accorde beaucoup d'importance à la gestion des connaissances et à la capitalisation des acquis. Nous avons, comme je l'ai mentionné, plusieurs documents de capitalisation disponibles en format digital et en espagnol. La commercialisation de la fruits, l'amélioration génétique du bétail, l'irrigation technicisée, la production organique de tomates, la vente associative, bon, beaucoup d'autres produits. Deuxièmement, afin que nos projets prennent en compte les aspects environnementaux, nous avons construit un outil d'intégration environnementale avec l'aide des stagiaires et d'un assistant junior de la coopération technique belge. Cet outil nous permet de décrire la manière dont nos projets affectent les différentes dimensions de l'environnement, à savoir l'eau, le sol, l'air et la biodiversité. Aussi, comme travail de mémoire, nous avons une évaluation de l'évolution du patrimoine des producteurs selon l'approche des moyens de vie durables, de Sustainable Livelihoods, de la FAO. Cette étude nous a confirmé l'accroissement équilibré des 5 dimensions du patrimoine, à savoir le capital humain, le capital social, le capital physique, le capital naturel, le capital financier. Et cette étude nous a également démontré que le sol, comme élément du capital naturel, n'a pas été détérioré. Une petite pause commerciale. Nous ouvrirons prochainement plusieurs stages dans nos projets au Pérou sur cette thématique pour les étudiants intéressés. Et bon, merci pour votre attention. Pour résumer, donc, quelle était donc la différence entre le bio européen et le bio local, donc la réceptivité donc, des autorités locales par rapport à l'agroécologie. Et donc, il y avait une remarque par rapport à la confusion entre le bio et l'agroécologie. Okay. Bon, merci. Il n'y a pas différence entre l'agriculture bio européenne et l'agriculture bio à notre niveau, parce que les protocoles
qui nous donne l'opportunité d'avoir le certificat bio est le même. Probablement, s'il y a une différence, sera l'échelle, la mécanisation. Non? À notre niveau, il n'y a pas beaucoup de mécanisation. Par rapport aux autorités locales, il y a des districts qui travaillent mieux que d'autres districts. Parfois, un district a la volonté de devenir un district écologique. Mais parfois, il y a des districts où la production minière est très importante et donc l'agriculture et l'agroécologie ne résultent pas vraiment importantes. De toute façon, quand nous encourageons les autorités à organiser les appels d'offres, l'orientation est plutôt à l'investissement productif agricole. Et la volonté des autorités est bonne, la réceptivité est vraiment intéressante. Et bon, finalement, il y a sans doute une différence entre la production certifiée bio et l'agroécologie, mais je devrais connaître un peu plus de détails de la production en 1000 hectares avec des herbicides pour qu'ils s'appelaient écologiques. Je n'aurai pas d'autres commentaires à cet égard. Moi, je voudrais peut-être vous demander une précision. Qu'est-ce qui provoque le déclic chez les autorités locales pour s'ouvrir justement à l'agroécologie? Bon, et la sensibilisation surtout, parce que la sensibilisation à tout niveau, dans des districts ruraux, l'activité d'une partie importante de la population est l'agriculture et les autorités, comme tout politique, ils doivent répondre à la population. Et donc, l'agriculture doit faire partie de l'agenda des autorités. Eh bien, merci Daniel Pérez. Je vous invite à rester et je vais inviter Michel Sonnet à nous rejoindre. Donc Michel Sonnet, vous êtes membre de l'ONG Aide au développement Jean Blou. Vous êtes également agronome spécialisé dans les régions tropicales et subtropicales et vous avez 30 ans d'expérience dans la coopération au développement et l'appui aux acteurs du monde rural en Amérique latine, en Afrique et au Cambodge. Donc, que pouvez-vous nous dire des freins à la transition écologique et quelles sont les pistes de solutions? Vous m'aviez dit que vous pourriez en parler pendant 3 heures, je vous laisse 25 minutes. Merci. Ben oui, donc j'ai choisi de parler plutôt des freins, des difficultés, avec l'option que toutes les personnes qui vont intervenir aujourd'hui vont plutôt parler des bénéfices de l'agroécologie, du fait que c'est une façon de concevoir l'agriculture, mais peut-être aussi plus largement les systèmes alimentaires mondiaux d'une autre manière. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler du côté de la face un peu plus difficile de la question? Mais c'est parce qu'il y a quand même des difficultés. Je crois que si le modèle était si facile à adopter, il y aurait probablement plus de monde qui l'utiliserait. Alors, donc c'est basé un peu sur une expérience personnelle. Bon, j'ai eu la chance de travailler dans les années 80 avec certains des initiateurs
du mouvement agroécologique en Amérique latine, et aussi sur une expérience d'ADG. Donc ADG a commencé à travailler en agroécologie il y a une dizaine d'années, et depuis 2011, on a considéré que ça faisait partie de notre mission de promouvoir l'agroécologie. Alors je ne vais pas vous montrer des belles photos comme Daniel, parce que montrer les difficultés, ce n'est pas évident. Et, mais bon, donc les contraintes, en fait, je vais me placer plutôt du point de vue de l'agriculteur, parce que bien sûr, il y a toute une série d'agriculteurs qui sont impliqués, ou d'acteurs, pardon, qui sont impliqués dans tout ce qui est le développement de l'agroécologie, mais c'est quand même l'agriculteur, ou les agriculteurs, les agricultrices aussi d'ailleurs, qui sont à la base du changement. Si eux et si elles ne changent pas, je pense que ça ne bougera pas. Mais par la suite, je vais quand même essayer d'élargir un petit peu le débat et les contraintes à d'autres acteurs, parce que comme l'a dit Daniel, les politiques, par exemple, sont fondamentales pour que les choses évoluent. Alors en fait, il y a des contraintes de toutes sortes, des contraintes économiques, des contraintes techniques, écologiques, psychologiques, etc. Et je vais essayer de les aborder en 3 étapes. La première étape, ce serait un peu le moment de la décision. Qu'est-ce qui freine la décision d'un agriculteur à dire « bon, ça y est, cette fois-ci, moi, je change de modèle. Je passe du modèle traditionnel paysan ou bien du modèle intensif pour ceux qui sont dans un modèle plus conventionnel vers un modèle agroécologique. » Après, une fois que le pas est fait, il y a toute une série de contraintes ou de freins à la production. Est-ce que la production soit suffisante, de qualité ? Quelles sont toutes les caractéristiques qu'on peut espérer d'une production agroécologique. Et après, il y a un 3e moment qui est le moment de la commercialisation. Alors, si on démarre, ce qui empêche ou qui rend difficile les agriculteurs de faire le saut, de dire « ça y est, je change de modèle ». Mais le premier de tous, pour ceux qui travaillent avec des agriculteurs, bon, l'agriculture, c'est il y a de l'agri et de la culture dedans. Donc c'est essentiellement une affaire de personnes. Et donc les premiers freins sont des freins psychologiques. Ce que j'aurais peut-être pu dire avant de commencer, c'est que jusqu'à présent, on parle de l'agroécologie comme étant un ensemble de techniques. Mais en fait, l'agroécologie, c'est plus large que ça. Et on pourrait, par exemple, on discute d'ailleurs, il y a des interprétations différentes de quelles sont les techniques qui sont considérées comme agroécologiques. L'exemple que la personne a cité tout à l'heure au Brésil, c'est clair que pour certains, cette association d'herbicides, d'utilisation non-labour, etc., est présentée comme de l'agroécologie, mais la majorité des gens qui défendent l'agroécologie et des institutions qui défendent l'agroécologie ne considèrent pas cette technique-là comme agroécologique. Pour être assez clair, c'est le CIRAD qui a lancé cette technique d'utilisation d'herbicides dans un système non-labour, mais nous, personnellement, en tout cas au niveau de l'ADG et d'autres organisations qui défendent l'agroécologie, ne la considèrent pas comme une technique agroécologique. Une technique peut-être qui protège les sols par certains aspects. Ça va, vous m'entendez toujours ? Oui, bon, d'accord. Voilà, mais cette parenthèse étant faite, donc pourquoi est-ce qu'il y a des freins psychologiques ? Mais la première chose, c'est que l'agroécologie est souvent présentée comme une agriculture archaïque, une agriculture qui refuserait le progrès, la technologie, etc., et qui ne bénéficierait pas ou refuserait de bénéficier des avantages qu'ont apporté certains progrès comme les pesticides pour contrôler les ravageurs, etc. En fait, c'est complètement erroné comme approche. Monsieur Pérez a présenté certaines techniques qu'ils utilisent au Pérou, mais il y a derrière la plupart des techniques agroécologiques, qu'elles soient ancestrales, donc qu'elles proviennent d'une expérience empirique des agriculteurs depuis de longues années, on a parlé des terrasses, ou qu'elles soient plus récentes grâce à des apports scientifiques,
En fait, c'est comme a dit un ministre français il y a quelque temps, ou c'est pas un ministre, c'est le directeur de l'INRA, c'est une agriculture high-tech extrêmement sophistiquée, extrêmement complexe. Quand par exemple on associe plusieurs plantes, une a un effet de répulsion des insectes foreurs du maïs ou du sorgho, et qu'une autre les attire, et pour avec une association, disons, quelque chose qui fait que les insectes sont capturés par la plante parce qu'il y a une glu sur les feuilles. Mais le chercheur qui a trouvé ça, c'est un chercheur kényan, pour la première fois, il a dû chercher, il a dû pouvoir associer plusieurs plantes, les organiser dans la parcelle ou dans l'exploitation. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué, qui demande beaucoup plus de connaissances que simplement acheter un produit, faire la dose correcte et se mettre à le pulvériser pour tuer la pyrale du maïs. Donc, l'idée que l'agroécologie est une technique archaïque ou du non-faire est complètement erronée. Mais c'est un message qui passe et que les agriculteurs entendent. Il y a aussi des discours qui disent que c'est un repli sur soi. On voudrait produire uniquement pour la famille, pour la maison, et puis rien d'autre. En fait, c'est pas vrai. Ou bien c'est un repli sur soi aussi parce qu'on refuse tout ce qui est scientifique. C'est vrai que certains courants pro-agroécologie ont tendance à refuser ou à se méfier des échanges avec les chercheurs, mais c'est aussi souvent lié à des difficultés de relation, de compréhension entre les chercheurs, les praticiens et les agriculteurs, des langages différents qui font qu'on ne se comprend pas. Et ça, c'est une raison aussi pour laquelle il y a une perte de collaboration possible qui freine le développement de l'agroécologie. Une troisième raison, c'est que l'agroécologie servirait donc juste à produire la nourriture pour la famille. C'est vrai qu'un des principes de l'agroécologie, c'est d'essayer d'abord de produire une nourriture correcte pour ceux qui la produisent, et donc pour la famille des producteurs et des productrices. Mais ça n'empêche pas du tout la commercialisation d'une partie de la production. On l'a vu avec l'exemple de Louvain Coopération, et même de manière plus générale, parce qu'on pourrait discuter un peu de l'opportunité d'aller sur les filières d'exportation, mais l'agroécologie n'empêche absolument pas un surplus de production qui peut être commercialisé localement ou plus loin. Et corollaire à ça, les gens disent l'agriculture écologique, il y a des baisses de rendement. C'est vrai qu'il y a des périodes, on en parlera après, il peut y avoir des chutes de rendement, mais pas nécessairement. Il y a toute une série d'études qui ont été faites par différents chercheurs dans différentes universités et autres, qui montrent que par rapport aux productions plus ou moins traditionnelles, je dirais la manière dont les agriculteurs produisent, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, il y a finalement, à part la période de transition où les sols doivent récupérer leurs caractéristiques, il n'y a pas vraiment de baisse de production, et au contraire, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a même des améliorations de production après la période de stabilisation du système écologique. Dans nos régions, bon, ici on est en coopération, mais je pourrais parler aussi un mot des régions tempérées, on constate, on a vu dans le témoignage là de l'agriculteur allemand, on constate aussi que les productions agroécologiques ou biologiques peuvent arriver à des rendements comparables ou légèrement inférieurs. En général, on dit à peu près 20% en moins dans nos régions tempérées, mais dans la région tropicale, par rapport aux pratiques habituelles des agriculteurs classiques, on peut franchement arriver à des augmentations de 50 et même plus % par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Il faut aussi peut-être dire, c'est juste une parenthèse, c'est qu'actuellement dans le monde, on produit assez de nourriture. Et donc, ce n'est pas un problème de quantité de nourriture. Cet argument-là pour dire on ne peut pas faire de l'agroécologie parce qu'on va baisser les productions, alors que, comme je le répète, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas un bon argument parce qu'en fait, on produit assez de nourriture. Le problème, c'est l'accès à la nourriture qui fait que 800 millions de personnes maintenant continuent à avoir faim. Voilà. Et puis, le dernier élément qui n'est pas un facteur qui joue beaucoup au niveau des agriculteurs, mais qui joue dans les autres acteurs, entre autres le monde scientifique, c'est que toute une série de techniques agroécologiques restent très empiriques, et donc on manque
on manque de preuves scientifiques pour prouver que vraiment, on voit que ça marche, ça a l'air de marcher, mais de prouver vraiment pourquoi les choses ne sont pas claires. Je vais faire aussi une parenthèse publicitaire comme mon collègue tout à l'heure. Donc ADG aussi propose des travaux de fin d'études pour des étudiants qui seraient intéressés d'étudier ces aspects-là, de pouvoir démontrer par exemple comment les sols en production conventionnelle et en production écologique, quelles sont les différences, quelle est l'évolution sur la teneur en matière organique, la composition faunistique, etc. Voilà. Comme exemple, un exemple qui est assez frappant, hein, d'ailleurs du côté empirique, on ne sait pas du tout pourquoi ça marche. Les agriculteurs écologiques, ils remplacent toute une série de pesticides par des préparations maison. Et si vous faites des enquêtes, vous voyez qu'en fait, ils utilisent toute une série de plantes avec des proportions différentes, etc. Et chacun est convaincu que sa recette est la meilleure. Mais des études scientifiques vraiment rigoureuses qui permettraient de démontrer que d'avoir plus de piment ou moins de piment, il y a très peu d'études, mais pourtant les agriculteurs sont satisfaits avec ces produits. L'autre, c'est la fameuse bouse de corne, hein, qui est une des techniques phares de la biodynamie. Jusqu'à présent, maintenant on commence à avoir des éléments qui essayent d'expliquer pourquoi mettre une bouse de vache enterrée dans une corne pendant plusieurs mois dans le sol et puis la réutiliser et en quantité infinitésimale et la pulvériser sur, par exemple, des oignons, empêche d'avoir les problèmes de mouches, quoi. Bon, voilà, il y a toute une série de choses qui sont complètement empiriques, qui fonctionnent, et il faudrait pouvoir amener les preuves. Ça pourrait inciter le monde scientifique et d'autres à s'intéresser plus à cet aspect. Donc ça, c'était la première raison de blocage, de difficulté pour adopter l'agroécologie. Une deuxième raison, c'est un peu lié à la précédente, d'ailleurs, c'est que les sociétés qui vendent des produits, les intrants, etc., elles font bien leur boulot, elles ont un bon marketing, elles font mieux la publicité que les ONG et autres qui défendent l'agroécologie, et donc le message passe bien. Quand on va en Amérique latine, par exemple au Pérou, on est assez frappé quand même de voir que sur les maisons, il y a des publicités pour, je ne vais pas faire de publicité pour des produits, mais pour Bayer et d'autres, quoi. Voilà, il n'y a pas de publicité pour l'agroécologie. La troisième raison, c'est que, comme je l'ai dit, donc les techniques agroécologiques, elles sont souvent anciennes, mais souvent aussi locales, ou bien ont été conçues dans des milieux universitaires ou autres. Et il y a vraiment un problème de communication des informations. Parfois, à 20 km de distance, les agriculteurs ne savent pas qu'il y a un de leurs collègues, un de leurs voisins qui a une technique qui marche, qui solutionne un problème. Et donc, cet accès à la connaissance des agriculteurs, c'est vraiment un problème. C'est aussi un problème parce que dans certaines régions, les savoirs ancestraux sur lesquels se basaient les agriculteurs sont perdus pour différentes raisons, des mouvements de population, des guerres, etc. Par exemple, on travaille au Cambodge, c'est clair qu'il y a toute une frange de la population qui a été décimée lors du génocide des Khmers. Et ça a rompu certaines chaînes de transfert de connaissances entre les anciens et les plus jeunes. Lorsqu'ils existent, on pourrait en discuter parce que dans beaucoup de pays, les programmes d'ajustement, etc., ont fait qu'il y a plus grand monde qui appuie les agriculteurs au niveau des services publics, mais lorsqu'ils existent, les techniciens ont souvent très peu de connaissances en agroécologie et quasiment aucun n'a une expérience en agroécologie. Pire même, certains dénigrent l'agroécologie en considérant que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un retour aux techniques de papa. Voilà. Donc, c'est un frein important parce que la connaissance, ça prend du temps, ça prend des moyens, etc. Et donc, si un agriculteur est laissé à lui-même, comme le disait l'intervenant africain là tout à l'heure, il aura du mal à changer son système s'il ne connaît pas les méthodes pour le faire, quoi. Ne fût-ce que les connaissances. Après, il y a le problème des moyens pour y arriver.
Il y a aussi, bon, c'est peut-être moins important, mais dans certains endroits, le fait que ce qui vient de l'extérieur est plus valorisé que ce qui vient du local, de la maison, et donc on a un peu un dénigrement de tout ce qui est local, alors que l'agroécologie en général essaie quand même de développer, pour aussi des questions écologiques, la valorisation des savoirs, mais aussi des marchés locaux, plutôt que de se tourner nécessairement vers la grande exportation. La dernière chose, mais ça c'est pas propre à l'adoption de l'agroécologie, mais c'est une réalité au niveau du monde rural, il y a une sorte de peur de changement et une aversion au risque. Et il ne faut pas critiquer les agriculteurs. D'abord, il y a une précarité quand même très importante dans tous les milieux dans lesquels les ONG qui sont ici travaillent. Et donc, prendre un risque et risquer d'avoir moins de nourriture pour sa famille ou simplement ou moins de revenus, ben, c'est quelque chose qu'on hésite à faire. Il y a aussi le fait qu'il y a un vieillissement de la population agricole dans beaucoup de régions. Et bon, malheureusement, en vieillissant, on devient moins ouvert au changement. Et bon, voilà. Je ne vais pas dire que je suis bien mis pour en parler, mais bon, voilà. Et il y a aussi le fait que quand ils réfléchissent, il y a quand même des freins. L'agroécologie est un changement qui prend du temps. Et donc, cette lenteur des changements est un peu en contradiction avec au jour le jour que vivent chaque agriculteur. Si on le dit, bon, voilà, ce que tu vas appliquer quelque chose, tu vas avoir tout de suite un changement, une amélioration, ça peut l'intéresser. Si on lui dit que ça va prendre 2-3 ans avant d'avoir un effet vraiment positif, eh bien, ça freine beaucoup de monde. Voilà, donc ça, c'est toutes les raisons qui font que c'est quand même pas aussi facile que ça de convaincre les agriculteurs de changer, même si, comme l'a dit M. Pérez, il y a quand même une évolution. ADG travaille aussi au Pérou, et on a aussi, dans certaines zones, un dynamisme, une évolution vers une proportion d'agriculteurs qui adoptent l'agroécologie de manière significative, dans la région plutôt centrale du Pérou. Alors, les difficultés de production durant la transition. Alors, moi, je parle de transition, c'est pas la conversion. Hein. S'il y en a qui s'intéressent un peu, donc ici, à ceux qui passent en agriculture bio, il y a une période à respecter qui varie de 2 à 3 ans suivant les productions qu'on pratique, pendant laquelle les agriculteurs ne peuvent pas déclarer qu'ils sont en agriculture bio, donc ne peuvent pas être certifiés bio. Quand je dis transition, c'est d'un point de vue écologique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la parcelle ou la zone dans laquelle on travaille ait retrouvé son équilibre écologique, son équilibre naturel, d'accord ? Alors ça varie en fonction de toute une série de choses. Pendant cette période-là, il y a une baisse de rendement, parfois très forte, il faut le reconnaître. Et ça fait vraiment peur aux agriculteurs. Alors cette baisse de rendement, elle est d'autant plus sévère et d'autant plus longue que la parcelle a été perturbée. Perturbé par quoi ? L'utilisation excessive d'engrais, particulièrement les engrais liquides, solubles, qui sont très efficaces pour la plante, mais qui bousillent complètement la vie du sol, sur laquelle se base la fertilité naturelle qu'on promeut en agroécologie. Abus de pesticides, évidemment. Quand on utilise un produit qui tue les champignons, donc un fongicide, il ne fait pas la différence entre les bons champignons et les mauvais champignons. Or, les bons champignons, ils sont nécessaires pour produire l'humus. Donc, on tue tout. Donc, quand on a bousillé le sol, ça met du temps avant que le système ne redémarre. Ça peut être des pratiques de labour inadéquates. Bon, dans les pays du Sud, c'est pas fréquent parce que c'est surtout des labours trop profonds qui posent des problèmes avec des grosses machines. Donc, c'est plutôt de notre côté, sauf dans les zones en pente. Les sols nus, c'est un gros problème dans les zones sèches parce qu'il n'y a pas... ou en tout cas, ce n'est pas une habitude de laisser une couverture du sol, parce que tout simplement, la saison sèche dure 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois dans certaines zones. Or, un sol nu, comme l'a dit l'intervenant dans le film, c'est un non-sens. Un sol nu, ça bousille tout. Le soleil, c'est la pire des choses pour les micro-organismes, pour les vers de terre, pour les termites en région tropicale. Ça tue tout. Et donc, si on tue le sol... eh bien forcément, on est obligé de mettre des engrais pour que la plante ait quelque chose à manger, puisque c'est la vie du sol qui permet d'apporter la nourriture aux plantes.
Les techniques d'irrigation aussi excessives qui peuvent entraîner une érosion de toutes sortes de produits, enfin d'éléments minéraux nécessaires pour les plantes. Le surpâturage, qui est un problème beaucoup plus important qu'on ne peut croire, spécialement en Afrique, où le bétail est la banque sur pied des gens, et donc les gens ont plutôt tendance à augmenter le nombre de têtes de bétail parce que ça représente un capital qu'ils peuvent vendre de temps en temps quand ils en ont besoin pour une fête, un mariage, un enterrement aussi, ou bien des besoins scolaires ou autres, ou quelqu'un qui est malade. Et donc, on augmente le nombre de têtes de bétail sur des surfaces qui ne sont pas extensibles, et donc on a des problèmes au niveau du sol. Ça peut être la monoculture, ça peut être aussi la suppression de tout ce qui est ligneux, les arbres, etc. Donc, toutes ces pratiques inadéquates entraînent une baisse de la fertilité qui fait que le temps de récupération peut être beaucoup plus long. Et en fait, c'est lié essentiellement au taux de matière organique. Donc, c'est vraiment la matière organique qui est la base de la nourriture en agroécologie. Et c'est pour ça que ce qu'a montré David tout à l'heure, c'est Daniel, pardon. Daniel, donc avec la production de compost, la production de biole, enfin le biole n'améliore pas la matière organique, mais la production de compost, la production de bokashi et d'autres techniques, c'est vraiment à la base. Voilà. Lié aussi au déséquilibre environnemental, et au fait que quand on est agriculteur, surtout le premier, les voisins, ils n'ont pas changé. Hein, ils continuent avec les anciennes pratiques. Et donc, il y a souvent, au début, une attaque plus importante au niveau des ravageurs et des maladies. Et on est un peu démunis, enfin plus démunis que ceux qui ont recours aux produits, aux pesticides de synthèse. Donc, ça peut poser un problème si le milieu dans lequel on travaille est vraiment déséquilibré. On a par exemple ce cas-là clairement, nous, au Cambodge, parce qu'on est dans des zones de production de riz où les pesticides sont omniprésents. Et donc, quelqu'un qui veut arrêter d'utiliser des pesticides sur sa parcelle de riz ou de légumes ou autre, c'est compliqué, quoi. Voilà. Alors, la contrainte peut-être la plus prégnante est celle qui, malheureusement, continue beaucoup plus longtemps, parce que pour la fertilité, on récupère petit à petit, c'est le problème du travail. Donc l'agroécologie est une technique ou un ensemble de techniques qui demandent une haute intensité en main-d'œuvre. Cette intensité en main-d'œuvre va petit à petit diminuer quand le sol va récupérer, parce qu'il y a certaines pratiques qui ne seront plus nécessaires, mais il n'empêche que c'est quand même une technique beaucoup plus intensive en main-d'œuvre que d'utiliser des grosses machines comme on peut avoir en technique traditionnelle. Donc ça, c'est une contrainte, et c'est une contrainte qui est de plus en plus difficile à surmonter, parce que de plus en plus de zones rurales perdent leur force vive, soit parce que les gens vont faire autre activité. Et bon, tout un temps c'était les hommes, mais maintenant même les femmes adultes partent. Elles vont dans des activités comme l'orpaillage, hein, qui est donc les mines d'or et d'autres sont en train de poser un problème, un truc en Afrique de l'Ouest. Les jeunes partent parce que ça rapporte plus d'argent, ils ont l'espoir de trouver une pépite qui va leur permettre d'acheter le 4x4 et d'avoir les 4 femmes auxquelles ils ont droit s'ils sont musulmans. Mais il y a aussi, par exemple au Cambodge, l'attrait du tourisme et le fait que conduire une mototaxi, motodop comme ils disent là-bas, ça rapporte beaucoup plus que d'aller travailler sous le soleil pour gagner 1 ou 2 dollars par jour. Il y a aussi des zones, certaines régions qui sont touchées par des pandémies comme le sida, etc., qui fait que la capacité de travail est beaucoup moindre. Et donc il y a toute une série de régions rurales. Il y a l'exode des jeunes vers un autre monde, y compris le nôtre. Donc il y a toute une série de régions dans lesquelles le caractère intensif en main-d'œuvre de l'agroécologie complique les choses. Un autre problème lié à celui-là, d'ailleurs, c'est la disparition, en tout cas le fait que les liens sociaux qui existaient auparavant dans les milieux ruraux sont en train de se distendre de plus en plus. Et il y a toute une série de travaux de conservation des sols. Bon, quand ils sont faits depuis des millénaires ou des centaines d'années au Pérou, ça pose moins de problèmes. Mais quand il faut les faire là où ils n'existent pas, quelqu'un seul commencer à faire des terrasses, etc., c'est très compliqué.
C'était plus facile avant quand il y avait un lien entre les différentes couches de la population, les voisins, etc. Et donc, dans beaucoup d'endroits, ces liens sociaux se distendent et je pense que c'est un problème auquel il faudrait pouvoir adresser, comme on dit en mauvais français, pour résoudre ce problème. Parce que sinon... si vous travaillez dans un bassin versant, donc dans une zone où il y a une rivière qui coule, etc., si vous ne travaillez pas dans les parties hautes, bien forcément, tout ce qui se passe là-bas va venir contaminer les parties basses. Et donc, il faut pouvoir travailler en groupe, en communauté et tout. Et les tendances actuelles sont de plus en plus individualistes. Et donc, ça, c'est un problème. Non, j'en ai encore 2 ou 3. D'accord, je vais essayer d'accélérer parce que je vois qu'on me dit que... j'avais dit que je pouvais parler 3 heures. Voilà, alors, bon, il y a l'accès quand même à... Bon, Altieri, dans le film, dit que l'agroécologie, c'est pas un système basé sur les intrants, mais sur des processus. C'est vrai, mais il faut quand même pouvoir remplacer ce qui est pris, ce qui est exporté, comme on dit dans notre jargon, par la nourriture ou par ce qui est vendu. Et donc, il y a quand même besoin de fabriquer un certain nombre d'engrais, ou on peut les appeler comme on veut, pour remettre au sol. Dans certains milieux, c'est compliqué. C'est parfois compliqué aussi des problèmes de transport. À transporter une tonne, ce qui est le minimum, vraiment le strict minimum, c'est plutôt 5-6 tonnes qu'il faut, de matière organique dans un champ qui se trouve à 5 km, si on n'a pas de charrette, c'est pas évident. Vous avez vu dans le film là-bas, les gens, donc Marc et Ida, là, qui étaient fiers de leur gliricidia. Bon, le gliricidia, c'est une plante qui vient d'Amérique centrale. Donc, pour pouvoir planter du gliricidia là au milieu de l'Afrique, il fallait des semences. Donc, cet accès aux semences, il faut des bidons pour préparer le biole. Il faut donc tous ces ingrédients-là, s'il n'y a pas un support d'une ONG, de l'État, quand l'État s'intéresse, c'est pas évident. Voilà. Et alors les difficultés, peut-être pour en citer 2 au niveau valorisation, il y a un paradoxe. Donc l'agriculture, nous on considère que l'agriculture c'est d'abord pour que les gens qui la produisent l'utilisent pour s'alimenter. Ça n'exclut évidemment pas, comme je l'ai dit, l'utilisation pour la vente. Mais on a des aberrations. Le cas de la Bolivie. Bon, tout le monde connaît le quinoa maintenant. Nous, on travaille dans des zones de Bolivie où les gens produisent du quinoa, mais ils vendent tout. Pourquoi ? Parce que le prix donné à leur quinoa biologique, etc., certifié, est tellement élevé que c'est pas intéressant pour eux de le garder pour leur consommation. Ils le donnent au marché et ça part vers les États-Unis, l'Europe, le Japon, beaucoup le Japon d'ailleurs, dans cette zone-là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent comida chatarra, comme ils disent là-bas, donc de la commune malbouffe, parce que c'est moins cher, ça remplit le ventre. Et donc c'est quand même un problème de voir que la promotion de techniques agroécologiques, dans certains cas, ont des effets extrêmement néfastes au niveau de la population locale. Dernier paradoxe, dans les pays du Sud, le prix offert localement pour les produits agroécologiques n'est que rarement et souvent pas plus élevé que les autres. Or, il y a quand même, surtout pendant la période, la phase de transition, etc., il y a quand même des contraintes. Et donc, ça décourage aussi certains agriculteurs de se lancer s'ils doivent le faire seuls. C'est clair que si c'est accompagné, comme m'expliquait tout à l'heure, j'oublie ton prénom chaque fois, Daniel, ça peut aider. Mais tout seul, c'est difficile. On pourrait parler des concurrences, des produits conventionnels qui sont subventionnés, des habitudes des consommateurs qui préfèrent les choses jolies, etc. Et si on produit un bio, parfois les choses sont un petit peu tordues, etc. Bon, il y a plein de choses à dire. Alors, juste pour ne pas finir sur un point négatif, si je puis encore avoir 1 minute, s'il vous plaît. Alors, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'ADG a mis ça dans sa mission ? C'est parce que quand même... on y croit, comme disait dans le film un étudiant. En fait, il y a quand même moyen de réduire ces problèmes. Mais peut-être le plus important, et je m'arrêterai là-dessus, c'est vraiment, comme l'a dit Daniel, c'est vraiment au niveau politique. Il faut que les choses changent au niveau politique. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte de continuer à soutenir une agriculture qui démolit
non seulement l'environnement, mais les systèmes alimentaires, etc., ça doit changer. Il faut miser sur une agriculture qui peut-être encore maintenant, dans certains cas, n'est pas assez compétitive, on peut le dire comme ça, mais c'est aussi par défaut de recherche. Si vous regardez l'argent qui est mis dans l'agriculture conventionnelle, la recherche en conventionnel, c'est 10, 20, peut-être 100 fois, je n'ai pas les chiffres en tête, de ce qui est mis en agriculture bio. Jusque récemment, il n'y avait aucune université, aucune école supérieure qui faisait de la formation en agroécologie. Ça change. Hein. Il y a un MOOC là qui vient d'être lancé. En France, il y en a 6 ou 7 qui peuvent faire des masters. Il y a une école à Ciney qui est la première école supérieure qui vient de lancer un programme en agriculture bio. Enfin, on est en 2015, quoi. L'agroécologie, ça a commencé dans les années 80, donc ça a mis du temps. Bon. Plutôt que de subsidier les exploitations conventionnelles, pourquoi est-ce qu'on ne leur demanderait pas de payer toutes les externalités négatives et utiliser cet argent-là pour subventionner ceux qui veulent se passer en agriculture bio ou agroécologique? Voilà, j'en ai d'autres, mais je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez lui poser des questions sur les aspects positifs, c'est le moment. Merci pour avoir aussi fini avec les côtés positifs, car je crois que ça motive les gens à travailler. Je souhaite savoir votre avis, avec qui on peut s'associer au niveau institutionnel pour sensibiliser mieux le gouvernement et les politiciens, comme vous avez dit. Entre qui il faut faire des associations ou des alliances. Et bon, si c'est possible, encore une autre question. Vous avez parlé des rôles universitaires aussi au niveau... pas uniquement pour sensibiliser et éduquer la nouvelle génération, mais aussi comment se porte la Belgique par rapport au développement de connaissances académiques pour les secteurs agroécologiques. Juste dans les freins à l'application de l'agroécologie, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de mentionner les lobbies. Les lobbies de l'agrobusiness, ils sont autour de la commission, on sait où ils sont. Il y a Europa Business, il y a Europa Bio et tout ça, et qu'une influence claire sur là où vont les subsides de la PAC et tout ça pour les gros producteurs conventionnels. Et je pense qu'ils ont vraiment une influence qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, à un moment, vous avez parlé du Glarissidia. Et j'aurais voulu vous poser la question, en fait, par rapport aux semences, il y a certaines personnes qui se positionnent de ne pas ramener de semences qui viennent, par exemple, là, d'Amérique du Sud, dans les pays comme l'Afrique. Quelle est votre position par rapport à ça et quels sont les réseaux qui existent déjà pour donner accès à ces semences qui peuvent justement améliorer des systèmes agroécologiques sur place? Mais au niveau des alliances, je pense que les alliances les plus fortes, c'est les alliances qui ont le plus d'acteurs différents, quoi. Mais il est clair que, à mon avis, les premiers, ce sont les représentants des agriculteurs, donc les organisations paysannes. Il faut savoir que Via Campesina, bon, toutes les organisations paysannes ne sont pas membres, mais c'est quand même le réseau d'associations paysannes le plus important au niveau mondial, donc a clairement mis aussi l'agroécologie dans ses objectifs pour défendre l'agriculture familiale. Donc oui, les organisations paysannes. Je pense que les autorités locales... Bon, la décentralisation a un peu de mal un peu partout, mais enfin, elle avance quand même un peu partout. Et il y a souvent plus de facilité à convaincre les autorités locales que les autorités fédérales ou centrales. Les ONG, oui. Et puis, j'ai l'impression qu'on peut de plus en plus, y compris dans les pays du Sud, associer les associations de consommateurs. Et dans certains cas, avec Je t'aime moi non plus, parfois les associations environnementales ou environnementalistes. Voilà. C'est d'ailleurs une partie du travail que KDG et d'autres ONG belges font, c'est d'essayer de faire ces alliances pour faire du plaidoyer au niveau des politiques publiques, en essayant, comme l'a dit M. Pérez, d'abord là où il y a de l'argent, de pouvoir essayer de l'orienter vers l'appui concret à l'agriculture plutôt que de faire les siembras de cement qu'il y a là-bas, donc de faire des entrées où on dit bienvenidas et tout ça, mais ça ne rapporte rien. Donc voilà, c'est ça que je dirais, quoi. Mais ça fait beaucoup de monde, donc c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une convergence d'intérêts entre ces acteurs-là.
Ceci dit, juste une parenthèse, dans les organisations paysannes, et on a dans nos partenaires des organisations paysannes qui sont très réticentes, hein, qui ont du mal à accepter qu'il faut changer un peu de paradigme, mais bon, voilà, je crois qu'il faut essayer de les associer. Pour qu'est-ce qui se fait au niveau de la Belgique? En fait, la Belgique n'était pas pionnière, mais n'est pas non plus la dernière à, disons, s'intéresser au niveau des académiques. Il y a déjà depuis un certain nombre d'années un groupe de recherche du FNRS qui s'intéressait d'abord à l'agroforesterie et puis après à l'agroécologie. Je demande si M. Ernst n'est pas membre d'ailleurs. Mais depuis 3 ans, un certificat organisé par plusieurs universités, donc l'ULG, l'UCL et l'ULB, je crois, associés les 3, avec aussi le centre de recherche agronomique. Mais maintenant, ça s'emballe. Depuis 2-3 ans, aussi bien en France, un peu partout, c'est en train de s'emballer. Donc il y a vraiment en Europe beaucoup plus d'initiatives. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, la première chaire d'agroécologie date des années 90, quoi. Donc ça faisait longtemps. Ou au Brésil, par exemple. C'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'au Brésil, il y a 2 ministères. Un ministère d'agriculture qui s'occupe de l'agriculture conventionnelle et puis un ministère de développement agricole qui, eux, promeuvent l'agroécologie, quoi. Donc dans le même pays, il peut y avoir des politiques complémentaires, peut-être antagonistes, mais bon, voilà. Le lobby de l'agrobusiness, oui, c'était les 2-3 petits points que j'ai passés parce que je dépassais le temps, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Ça joue beaucoup et ça explique pourquoi beaucoup des moyens publics sont consacrés à la défense des intérêts de l'agriculture industrielle. Alors pour le gliricidia, c'est vrai que nous autres, on essayerait plutôt de favoriser l'utilisation de ressources locales sur lesquelles on peut s'appuyer. Bon, gliricidia, c'est une légumineuse, donc elle s'associe avec des micro-organismes qui leur permettent d'absorber l'azote et donc qui est restitué au sol. C'est pour ça que le sol de Marc et Ida, si je me souviens bien, s'améliore. Maintenant, le gliricidia est devenu une plante un peu cosmopolite, hein. On en a mis un peu partout, donc c'est vrai que c'est une plante d'Amérique latine, mais on la trouve un peu partout en Afrique et même dans certaines régions d'Asie. Donc l'idée serait plutôt, s'il y a quelque chose d'efficace sur place, d'utiliser plutôt les espèces locales, mais moyennant certaines précautions. Hein. Il y a eu beaucoup d'abus. Hein. Éviter quand même d'utiliser des essences trop exotiques, quoi. Mais vous savez, l'eucalyptus, on en trouve partout dans le monde, alors qu'avant, ça venait seulement d'Australie. Et c'est pas une plante extrêmement intéressante au niveau agroécologique, mais n'empêche qu'elle rend quand même pas mal de services, malgré le fait qu'elle capte beaucoup d'eau, quoi. Voilà, alors les accès aux semences, il existe dans plusieurs régions, hein, des organisations, parfois des centres de recherche internationaux ou autres, qui ont la possibilité de distribuer des semences ou des ONG aussi d'ailleurs, pour autant que ce soit des associations du Sud, en petite quantité, ça peut même être gratuit, quoi. Voilà, merci.